Bon, on va démarrer. Je pense que ça fera arriver les retardataires. Merci à tous d'être là pour vous expliquer comment ça va se dérouler. C'est un webinar, donc c'est assez classique maintenant. Je pense qu'on commence à tous avoir l'habitude. Mais donc, on va se présenter les trois intervenants du jour. On va prendre des questions aussi, donc vous n'hésiterez pas à poser des questions. Normalement, il y a un petit onglet pour ça. Et puis, je vais lire aussi le chat. De toute façon, on les prendra toutes à la fin. On va essayer d'en prendre quelques-unes pendant la, la présentation. C'est pas toujours évident de faire tout en même temps, de lire les questions, de les poser, d'interrompre la personne qui va parler. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on les traitera tout à la fin. On prévoit environ 1h30 avec les questions. Euh, voilà. On va démarrer. Allez, c'est parti. Donc avec vous aujourd'hui, donc on est trois. Vous voyez nos caméras pour l'instant qu'on va couper après. Donc il y a Séverine, Antoine, donc chacun va se présenter après, mais Séverine Antoine qui est responsable SEO et contenu éditorial online chez TUI et qui a mené et qui mène encore un gros projet d'optimisation du SEO local. Donc c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Louis Berdo, qui est Customer Success Manager chez Partout, qui est une solution qui permet aux sociétés qui ont des points physiques de gérer leur diffusion, leur mise à jour, etc. Mais il va vous parler de ça tout à l'heure. Et moi, donc Nicolas Cholet, je suis le fondateur de Clustar, Clustar SEO et Data, qui est une agence SEO. Donc je vais laisser chacun se présenter en commençant par Séverine. Super. Bonjour, merci Nicolas. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je suis Séverine Antoine, je suis responsable du SEO et du contenu éditorial chez TUI France depuis maintenant presque 7 ans. J'évolue dans la distribution, au sein de la distribution digitale et j'ai la chance d'avoir une équipe avec des expertises techniques, sémantiques et de gestion de projet. Donc, voilà un petit peu pour vous donner une vision de mon équipe. Donc concernant TUI, en quelques chiffres, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ou connaissent au moins nos gammes de produits. Donc TUI, c'est les clubs Lucia, les clubs Marmara, les circuits Nouvelles Frontières, les circuits TUI, les séjours dans les îles, donc sous la gamme Passion des îles, et bien sûr les séjours sur mesure. TUI France, on est une filiale à 100% du groupe TUI, donc qui est le leader du tourisme au niveau mondial. Et donc, pour la petite histoire, donc le site TUI.fr a été lancé en septembre 2016, puisqu'avant, nous avions les sites Marmara, Nouvelles Frontières, Look Voyage, etc. Donc voilà pour TUI et mon équipe. Je vais laisser la main à Louis. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir co-animer ce webinaire aujourd'hui en compagnie de Nicolas et Séverine. Alors, je suis Customer Success Manager chez Partout depuis un peu moins de 3 ans aujourd'hui. Et mon rôle, c'est d'accompagner un certain nombre de nos clients dans l'utilisation de nos solutions et du coup de les aider à définir une bonne stratégie de référencement local de leur point de vente. Alors, Partout, c'est une boîte qui a été fondée en 2014. Donc, on est sur un modèle SaaS et notre rôle, c'est d'aider les grandes enseignes et les commerçants indépendants à gérer la visibilité sur Internet de leur point de vente ainsi que leur e-réputation. Donc, on a rejoint le groupe Webedia il y a un peu plus d'1 an. On compte aujourd'hui 90 collaborateurs qui sont répartis entre la France, l'Espagne et l'Italie. Et on gère le référencement d'environ 300 enseignes aujourd'hui. Ok, merci. Et puis pour vous présenter donc Clustar, donc nous on est des spécialistes du search, donc des moteurs de recherche. On a 3 champs d'activité. Le premier c'est le SEO, donc on est là pour en parler aujourd'hui. On a aussi une autre activité qui est l'optimisation des moteurs de recherche internes, c'est-à-dire qu'on optimise les moteurs de recherche des sites web. On fait pas mal de drive alimentaire, Carrefour, Intermarché, etc. De l'e-commerce et puis aussi de la recherche documentaire plus type secteur public. Et puis une autre activité qui est les chatbots, où on est toujours en fait dans cet univers de moteur de recherche, mais cette fois sur des questions fréquentes et des logiques plutôt conversationnelles. Donc on a développé une technologie de chatbot qui est pas mal utile en ce moment, puisqu'elle est notamment utilisée par le gouvernement et l'URSSAF pour répondre à toutes les questions qui sont très très nombreuses que se posent les gens. Voilà, on est 35 personnes avec une partie
conseil et une partie développement et data ingénierie. Nos clients, c'est plutôt des grands comptes en B2C pour la plupart. Une bonne partie d'entre eux, en fait, gèrent des magasins physiques, ont des réseaux de magasins physiques, ou alors sont distribués dans des réseaux de magasins physiques. Et donc, le sujet du local, en fait, est un sujet qui est important pour eux, raison pour laquelle on les accompagne là-dessus. On s'est penché sur ce sujet, raison pour laquelle on a voulu organiser ce webinaire. Voilà pour l'introduction. Alors, vous entendrez peut-être des bruits d'enfants derrière, hein, mais voilà, comme tout le monde, on fait comme on peut pour, pour travailler avec des enfants. Donc, les sujets qu'on va traiter, c'est d'abord une introduction sur le SEO local. On va voir les enjeux. Ensuite, on va parler plus spécifiquement de Google Maps et Google My Business. Puis de l'autre grand pan du SEO local, à savoir le Store Locator et comment on l'optimise. Et puis, on va finir par une petite ouverture. Pour parler des enjeux, je vais d'abord laisser la parole à Séverine. On va commencer par un cas concret qui est donc TUI. Et donc, Séverine va nous expliquer comment ça fonctionne chez eux et pourquoi ils ont lancé ce projet. Oui, merci Nicolas. Donc, concernant les enjeux pour TUI, si d'abord on fait un petit focus sur la stratégie SEO chez TUI France, elle est portée par l'expérience client. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller chercher du trafic qui réponde à l'internaute tout au long de son parcours utilisateur. Les piliers du référencement chez nous sont à peu près, je pense, les mêmes que chez tout le monde, à savoir de la technique, de la sémantique et de la notoriété, de la popularité. Après, cette année, on a vraiment voulu favoriser, alors je dis cette année puisqu'on a vraiment mis en place des actions plus fortes. Maintenant, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 7 ans chez TUI. C'est le local, c'est le référencement local. Encore une fois, parce que c'est nécessaire pour le client dans son parcours. Et bien sûr, c'est une amélioration continue qui sert au référencement et aux agences physiques. On est vraiment sur un parcours complet, sans couture. Pour faire un petit focus donc, sur le réseau d'agences des agences TUI, aujourd'hui, on a environ 266 agences qui sont, et là c'est important, réparties en, on va dire, 2 grandes familles. La famille des agences intégrées et la famille des agences franchisées. Pourquoi c'est important de le garder en tête? Parce que les agences intégrées donc, sont des salariés de TUI France, donc quelque part sont mes collègues, tandis que les agences franchisées en fait, travaillent comme les mandataires à leur propre compte, donc ils représentent TUI, mais n'ont pas le même type de contrat. Et donc, on va travailler différemment avec ce type de point de vente. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que les TUI Store, les agences TUI, sont vraiment des agences modernes, des agences digitales, des espaces de vie. Là, vous voyez typiquement sur la photo, d'ailleurs du TUI Store de Levallois, qui a une tablette, c'est très interactif, donc vraiment en totale adéquation avec le digital, avec les valeurs qu'on met en place. Pourquoi aujourd'hui on a vraiment axé le développement de la stratégie digitale du référencement local? C'est qu'on s'est en fait rendu compte l'été dernier que près de 80% des agences TUI étaient introuvables sur les annuaires digitaux. Alors quand je dis vraiment, j'insiste, c'est pas seulement Google My Business, mais bien l'ensemble des annuaires. On s'est dit effectivement qu'il y avait encore une grande étape à franchir pour améliorer la visibilité des agences. En fait, historiquement, on gérait la visibilité sur Google My Business des agences intégrées et donc pas des agences franchisées qui, comme vous le voyez, représentent la plus forte partie de notre distribution. Donc, on a donc déployé une stratégie en 2 temps avec l'optimisation du Store Locator, donc des agences sur le site tui.fr et la présence sur les annuaires digitaux, puisque ça va de pair. Pourquoi? Tout simplement, l'objectif in fine, c'est de favoriser l'omnicanalité pour générer plus de business online et plus de business en agence. On veut aller décupler la visibilité et pour ce faire, le premier point, c'est d'homogénéiser les informations des points de vente. Il faut que sur l'ensemble des annuaires qui sont référencés dans Google,
les informations soient cohérentes. Donc, on va parler de l'agence, de l'adresse, du numéro de téléphone, des horaires spéciaux. Toutes ces informations doivent être les mêmes partout. Après, ce qui était important pour nous, c'était de contrôler la diffusion des informations parce qu'aujourd'hui, par défaut, on n'est pas forcément propriétaire de ces informations et c'est nécessaire pour avoir un gage de qualité, pour contrôler sa marque, pour contrôler les informations, il faut qu'on puisse avoir la main sur ces informations. On voulait aussi fluidifier les mises à jour. Donc aujourd'hui, quand une enseigne change de nom, change d'adresse, change de numéro de téléphone, change d'horaire, on voulait vraiment que dans un temps très court, toutes ces informations soient à jour pour que le client, pour que le prospect, pour que l'internaute ait accès facilement à ces informations. Typiquement, c'est quelque chose donc nous on travaille avec Partout, qui a été très facile de déployer dans la situation qu'on vit actuellement avec le coronavirus. Une autre force qu'on voulait avoir, c'était de promouvoir les temps forts par point de vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pouvoir avoir la possibilité, typiquement sur Google My Business via des posts, de mettre en avant des opérations merchandising. Donc, par exemple, si demain, dans la région, on va dire de Lille, j'ai une opération spéciale à pousser, je veux avoir la possibilité d'en parler sur les agences dans un périmètre précis. Et enfin, centraliser la gestion des avis parce que effectivement, c'est important de pouvoir être maître de ses avis et d'afficher une cohérence dans la réponse apportée. Donc voilà pour vous donner un petit peu les briques des enjeux chez TUI du SEO et du SEO local. Ok, merci. Alors, du coup, bon, on a préparé des petites questions au cas, mais le but, c'est de vous inciter aussi à poser les vôtres. Du coup, Séverine, ce que tu nous disais là, c'est que vous êtes parti d'un constat très empirique, à savoir, on regarde nos fiches et puis elles ne sont pas à jour, donc déjà, c'est pas acceptable. Mais est-ce que dans le projet, dès le début, vous avez réussi à fixer des objectifs chiffrés, donc à trouver des indicateurs, et puis à leur donner une valeur, en fait, en disant de combien on va progresser? Ou alors, est-ce que finalement, vous êtes lancé dans le projet en vous disant qu'il fallait le faire, et puis vous avez trouvé les objectifs et les KPI au fil de l'eau? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, il y avait une conviction forte, effectivement, qu'il fallait le faire, que c'était vraiment pour la marque, pour le client. Après, en termes d'objectifs, on est plutôt sur du taux de diffusion sur les annuaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on savait sur quel type d'annuaire on était présent et sur quels annuaires nous n'étions pas présents. Donc, finalement, atteindre, j'ai envie de dire, le 100% de présence. Et plutôt vraiment en SEO sur un objectif, on va être, moi je suis essentiellement la présence dans le pack local sur les requêtes génériques, donc agence de voyage ou agence de voyage Lille. Donc dans le pack local, il faut que nos fiches ressortent. Et puis après, tout simplement aussi le ranking. Le ranking, là, pour le coup, on n'est plus sur le TUI Store, mais le ranking de nos pages. Donc voilà pour les objectifs qu'on s'était fixés. Ok. Alors là, j'ai deux questions. On va revenir un peu sur les deux après. Mais la question de François, donc quel store locator avez-vous utilisé et pourquoi? Peut-être déjà en parler, nous dire un peu maintenant. Quel store locator sur TUI? En fait, c'est un store locator qui a été fait chez nous, qui a été développé par nos développeurs, par nos équipes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas quelle était la J'ai l'impression, mais François va nous le dire. Donc, c'est de l'interne, quoi. Donc, c'est développé en spécifique, mais comme le site, localement. Oui, voilà, c'est vrai. Ouais. Ensuite, donc, on a des questions très pratiques. Donc, quels annuaires recommandez-vous? On va en parler après. Par qui sont effectuées les modifications des fiches magasins? Ça aussi, c'est un sujet qui est hyper important. Donc, on va en parler après. Et oui, François, mais on parlera du store locator après pour vous dire un peu la limite aussi qu'on voit sur les solutions du marché, mais on pourra en discuter. Du coup, sur les KPI, peut-être, c'est vrai que là, j'ai parlé, si on revient juste sur la slide d'avant, Nicolas, tu me demandais les objectifs, et c'est vrai que sur les KPI, ce qui est important aujourd'hui,
c'est vraiment pour nous, ce qu'on suit tous les 15 jours, c'est vraiment la diffusion et visibilité sur My Business, les annuaires, les GPS, très important, les GPS, le type de recherche, est-ce qu'on est sur des recherches marques ou génériques? Et il faut savoir que nous, on établit dans mon équipe un rapport mensuel avec l'état de diffusion, le nombre de vues dans la recherche Google, dans Google Maps et le classement des points de vente par performance. Donc voilà. Ok. On va étendre un peu le sujet. Donc là, on a parlé du cas de TUI, ce qui vous a drivé dans le projet. Pour étendre un tout petit peu sur reparler des enjeux du SEO local. En fait, finalement, on parle de quoi? Donc, le premier point, c'est de regarder ce qui se passe dans Google, en fait. Donc, on parle déjà de requêtes qui sont locales par nature. Donc, ici, on prend par exemple Opticien Lille, ça peut être agence de voyage Paris, coiffeur Dijon, etc. Donc, en gros, je cherche un lieu et j'exprime le nom d'une ville, par exemple, ou d'un quartier, etc., dans ma requête. Donc là, si on regarde ce que nous présente Google, en fait, donc là, que ce soit sur desktop ou mobile, c'est sensiblement pareil. D'abord, j'ai Google Ads, donc j'ai la pub qui est là, le premier bloc en général. Ensuite, je vais avoir un gros pack local. Le pack local, c'est-à-dire en fait Google Maps. Donc j'ai un petit affichage map, 3 fiches Google My Business, et quand je clique dessus, je vais dans Google Maps. Donc on voit quand même que c'est une partie qui prend beaucoup de place, et les résultats, on va dire SEO classiques, ils apparaissent que après. Et dans les résultats SEO classiques, c'est souvent comme ce qu'on a là, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part des annuaires, dans ce cas-là, c'est pas jaune, la page de Opticien Lille, et puis aussi on peut avoir du Store Locator. Sur l'exemple ici, c'est Optical Center, qui est le opticien à Lille. Donc on voit déjà que la page, elle est assez mixte, avec pas mal de choses différentes dedans. On a d'autres types de requêtes aussi qui ne sont pas localisées. Par exemple, si je tape agence de voyage ou opticien, Google décide par défaut de me mettre une map et même de la mettre en premier pour un certain nombre de cas. Donc c'est pour ça aussi que ça fait des gros volumes, hein, le local. Donc si je tape agence de voyage, qu'est-ce que je vois? J'ai mon pack local encore une fois, avec la carte, avec les liens vers les fiches My Business, et puis avec des petits liens recherchés sûrs qui envoient sur d'autres sites. Et en dessous, j'ai mes résultats SEO euh, avec par des pages qui sont pour certaines non géolocalisées. Par exemple, tui.fr, c'est la home qui remonte sur la requête agence de... Pour certaines, elles sont géolocalisées. Par exemple, j'ai la page agence de voyage à Paris de page jaune. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que Google décide par défaut de localiser ma requête et de me renvoyer des résultats locaux, comme si j'avais tapé en fait agence de voyage Paris. Alors, on a deux questions qui arrivent en même temps. Donc, pouvez-vous définir la notion de store locator? Donc oui, un store locator, donc, quand vous êtes une enseigne qui dispose d'un nombre important de boutiques, par exemple, je sais pas, Pelou, TUI, en général, vous avez 200, 300, 400 boutiques, parfois plus, quand vous êtes un gros réseau. Le store locator, c'est sur votre site web, les pages qui présentent vos boutiques. Donc en gros, c'est la partie qu'on possède et sur laquelle on met en avant ces boutiques ou ces points de vente. Et puis j'ai une autre question qui porte sur le bloc rechercher sur. C'est-à-dire en gros ce que vous voyez donc ici, je reviens en arrière, au-dessus de la carte, vous avez un petit bloc qui est rechercher des résultats sur. Ici j'ai page jaune, Yelp, Mappy. Et puis ici je vais avoir rechercher des résultats sur TUI, promo vacances, page jaune. Alors ça vient pour l'histoire, ça vient de requêtes qui ont été faites à l'autorité de la concurrence européenne, en fait. En gros, c'est des gens, donc des annuairistes, des sites dans le travel aussi, qui ont fait, il y a eu pas mal hein, d'actions contre Google pour la concurrence, en disant finalement Google Search, c'est 95% de part de marché, donc c'est une position dominante. Et dans Google Search, Google décide de mettre Google Maps, qui est un autre produit. Donc c'est un abus de position dominante et c'est pas acceptable. Et donc Google a déjà eu à payer des pénalités pour ça. Et ensuite, du coup, ils ont proposé comme solution de dire, ok, on va mettre en avant d'autres sites qui présentent des solutions intéressantes. Et donc c'est une manière de répondre à cette question de la concurrence. La question de Nicolas, qui est comment on apparaît dedans. Alors, déjà, bon,
vous verrez à peu près que quand ils apparaissent, ces blocs recherchés sur, ils sont à peu près dans le même ordre que les résultats naturels qu'on voit en dessous. Ici, par exemple, dans les résultats naturels, j'ai TUI.fr, puis Promovacances, puis Pajot, et dans mon j'ai le même ordre. Donc, en général, ça apparaît dans le même ordre. Après, effectivement, il y a des sites qui sont inclus, d'autres qui ne le sont pas. Personnellement, je ne sais pas exactement comment ça a été fait. Donc les gros annuaires y sont, les gros sites de travail y sont, mais je ne connais pas l'ensemble des sites qui y sont, ni la raison pour laquelle ils y sont ou pas, en fait. Hop. Alors, je vais avancer. Donc, du coup, là, on se dit, OK, mais finalement, où est-ce que les gens cliquent, hein, parce que j'ai ma grosse map, j'ai mes résultats naturels en dessous, où les gens cliquent. Donc, Séverine a gentiment partagé un peu de stats là-dessus. Donc, sur agence de voyage, avec une première position, enfin, entre première et deuxième, ça dépend, on est sur un CTR moyen d'environ 5%, ce qui est assez faible, bon, sachant qu'il y a de la pub et de la map. Hein. Sur agence de voyage plus ville, on est plutôt autour de 10%. Et sur agence de voyage, donc par exemple agence TUI plus ville, on est autour de 30%. Pour avoir une petite comparaison, en moyenne sur des requêtes hors marque, la première position, vous êtes à 20% de taux de clic, à peu près. Donc là, on est plutôt à 10. Et en moyenne sur du marque, vous êtes à 40%. Donc là, on est plutôt à 30. Donc effectivement, c'est faible parce que les gens ils cliquent aussi sur la map. Après, François Joly nous dit c'est triste. Je ne sais pas si c'est triste, me dit si les gens cliquent sur la map, c'est que ça leur va. Mais s'ils cliquent sur les pubs, c'est que ça leur va aussi. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc la partie SEO, elle est quand même importante. Elle prend une part des qui est non négligeable. Mais effectivement, hein, pub plus map, ça prend finalement beaucoup de parts de clic. L'autre sujet, c'est Google Maps. Parce que là, je vous ai montré des recherches qui sont faites dans Google Search. Mais en fait, on peut aussi aller dans Google Maps et chercher, par exemple, opticien, agence de voyage. Là, vous les connaissez tous, j'ai une map et j'ai des fiches Google My Business. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est mais finalement, entre Google Maps et Google Search, où est-ce que se font la plupart des recherches Et là aussi, Séverine a accepté de nous partager des stats que je vais laisser commenter. Oui, merci Nicolas. Donc, concernant les fiches de TUI sur Google My Business, c'est intéressant de noter qu'en fait, on a à peu près 50% qui sont vus depuis Google Maps, donc 50-50. Ce qui est très intéressant, si on regarde le graphique sur la partie recherche, c'est de noter qu'on a 51% des fiches qui sont visibles depuis une recherche découverte. Donc, une recherche découverte, c'est ce qu'on appelle en fait la recherche générique, agence de voyage ou agence de voyage plus ville. En termes de notoriété, donc c'est un levier qui est très pertinent, très intéressant. On va après avoir 36% des pages qui sont vues depuis une requête marque. Alors là, on est sur les types de recherche qui incluent plutôt un service ou un produit. Donc dans le cas de TUI France, on va être plutôt sur l'agence de voyage qui propose du circuit Nouvelles Frontières, du club Lukea, du club Marmara. Et enfin, on a 13% d'affichages qui sont faits depuis une recherche directe. Donc les agences, vraiment, là, quand vous cherchez un TUI Store à Levallois, par exemple. Donc j'insiste vraiment sur la partie découverte qui est un vrai axe de développement pour tout ce qui est notoriété et présence sur les requêtes générales. En termes d'action, donc on va noter que, et ça c'est très important dans le parcours et dans le travail qu'on va mettre en place avec les points de vente, ces pages génèrent pratiquement 50%, l'affichage de ces pages génère pratiquement 50% d'appels. On est vraiment sur l'omnicanalité et la force du digital avec le point de vente. Donc voilà, mettre en avant, c'est important à mettre en avant pour convaincre du bien fondé de ce type de stratégie. Après, 36% de l'affichage génère une visite sur le site. Donc pour TUI, ça va être une visite vers la page agence. Et 15% génèrent des itinéraires, donc qui se concluent normalement par une visite sur le point de vente. Donc ça, c'est des données qui prennent sens vraiment dans le chemin global, dans le parcours global de l'internaute. Donc François nous demande comment on récupère ces données, Séverine. Alors, ces données, nous, on travaille avec Partout.
Donc, on a la chance d'avoir une plateforme donc, où toutes ces informations sont centralisées. Sinon, vous les avez en fait simplement quand vous créez votre compte Google My Business, vous avez toutes ces informations à disposition. Alors, de mémoire, c'est un petit peu, voilà, c'est pas une interface qui est la plus simple du monde puisqu'il faut faire des extracts et après retraiter dans Excel, mais c'est complètement faisable et vous avez toutes vos données. Voilà. Ok. Merci Séverine. Donc pour synthétiser un peu cette intro, l'idée c'est quand même de bien se rappeler qu'il y a deux lieux de recherche, il y a Google Search et Google Maps. Et donc on voit qu'à peu près, allez, dans ce cas-là c'est 50-50, mais ça dépend un peu des secteurs, mais en tout cas sur les deux il y a des volumes importants. Et puis ce qu'on voit c'est que les leviers ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que dans Google Maps, on va jouer sur les fiches Google My Business d'une part et les local ads d'autre part, donc qui sont la mise en avant, la promotion de fiches Google My Business dans Google Maps. Alors que sur Google Search, on a un peu plus de leviers. Il y a le Google Ads global, il y a Local Ads aussi qui peuvent parfois apparaître. Et ensuite, il y a son SEO avec ses propres pages, donc son store locator en général. Et puis aussi les annuaires, parce que comme les annuaires sont présents, on a envie d'être présent chez eux. Le truc, donc ce qu'on va regarder nous là, c'est d'abord Google My Business, Google Maps, et ensuite la partie store locator. Sur Google My Business, assez souvent, le sujet, c'est vous avez beaucoup de fiches, et donc tout gérer, ça devient assez vite compliqué. On se pose des questions qu'on a eues tout à l'heure. Est-ce que je délègue au local? Est-ce que je le fais en centrale? Est-ce que j'utilise un outil pour que ce soit à jour partout, etc. Et donc, c'est l'intérêt des solutions comme partout ou d'autres solutions du marché, c'est de fournir une solution, un outil pour faire ça. Donc, mes premières questions pour Louis, de partout, avant de laisser parler un peu de business, c'est finalement un peu nous donner un petit aperçu de finalement parmi tout ça, votre solution, qu'est-ce qu'elle fait, et puis à peu près dans quel métier sont vos clients, est-ce qu'ils ont beaucoup de lieux physiques, est-ce qu'ils en ont peu, comment en général se répartit votre carnet de commandes, carnet de clients. Merci beaucoup Nicolas et Séverine pour cette super introduction. Alors, notre solution chez Partout, elle va en fait aider à améliorer le référencement naturel et donc le référencement gratuit des établissements de nos clients sur Internet. Et donc pour ça, on va leur mettre à disposition une plateforme en fait sur laquelle ils vont pouvoir activer un certain nombre de leviers permettant d'accroître la visibilité et donc le référencement des fiches Google de leur réseau. Alors concernant les métiers de nos clients, la chance qu'on a chez Partout, c'est que en fait, on peut travailler avec n'importe quel type d'organisation à partir du moment où elle a des points d'intérêt à référencer sur le web. Donc aujourd'hui, on a des clients qui vont de l'immobilier à la santé, en passant par le retail, la restauration ou l'automobile, par exemple. Et donc pour vous donner une petite idée, on pourrait théoriquement travailler avec la mairie de Paris, par exemple, pour les aider à correctement référencer les monuments de la capitale sur Internet. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas le nombre moyen de points de vente qu'on gère par client, mais encore une fois, la chance qu'on a, c'est que nos solutions, elles sont adaptées aux très grosses enseignes comme aux petits commerçants. Donc, on peut gérer à la fois le référencement de la boulangerie de quartier, comme celui d'un gros réseau comme TUI. Notre plus gros client en termes de taille de réseau étant Carrefour, avec quasiment 8000 fiches gérées au total, il me semble. Du coup, je vais enchaîner ma partie en vous parlant plus spécifiquement des améliorations qui peuvent être faites dans Google My Business. Et donc, la première chose à bien prendre en compte lorsqu'on parle de référencement local sur Internet, c'est le fait que le comportement des internautes a bien changé en quelques années et qu'autrefois, il y a une dizaine d'années, je dirais, lorsqu'un internaute souhaitait trouver une information sur un point de vente, donc son adresse, ses horaires ou son numéro de téléphone, par exemple, il devait obligatoirement se rendre sur le site de l'enseigne en question, sur son store locator, et rechercher le point de vente. Aujourd'hui, la situation est totalement différente, puisqu'il y a de très nombreux sites web ou plateformes qui ont été créés. Donc, je pense notamment à Facebook, à Waze ou à Google. Et ces plateformes référencent elles-mêmes la majorité des points de vente des grandes enseignes. Donc, il est très important de continuer à mettre à jour son store locator, mais également d'assurer sa présence sur ces plateformes, puisqu'on estime qu'en 2019, elles ont généré 7 fois plus de contacts que les sites des marques. Le problème, c'est que ces plateformes tierces, ces sites tiers, ils ne vous attendent pas forcément pour référencer votre point de vente.
En fait, la majorité d'entre eux créent automatiquement des fiches lorsqu'ils estiment que c'est nécessaire. Donc, il y a certaines plateformes qui achètent des bases de données, d'autres qui font ce qu'on appelle du crawling sur le web. Et le souci, c'est que ces bases de données, elles sont pas forcément à jour, mais surtout qu'une fois que la fiche a été créée, elle est plus du tout mise à jour et elle devient rapidement obsolète. Donc, ça peut être le cas, notamment lors d'un changement d'horaire ou de numéro de téléphone. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est très important aujourd'hui pour les enseignes de faire ce qu'on appelle du presence management, donc c'est-à-dire d'aller diffuser directement sur ces plateformes tierces les informations les plus à jour de leur point de vente. L'objectif, c'est d'être visible sur tous les sites qu'utilisent leurs clients pour les trouver, deux, d'améliorer l'expérience de leurs clients puisque les informations qui sont diffusées sont forcément les bonnes. Donc, je pense notamment aux horaires. Il n'y a rien de plus énervant que de se rendre dans un point de vente et s'apercevoir que finalement, en arrivant devant, il était fermé et que l'information était mauvaise sur Google. Et enfin, en 3, ça va être d'améliorer le référencement local de leur réseau sur Google. Donc, on a vu en introduction qu'il était hyper important de bien référencer ces établissements sur Google. Et ce qu'il faut noter, et c'est finalement assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, une requête sur 4 sur Google a un caractère local. Donc, ça peut être par exemple magasin bricolage Lille ou TUI Store Paris. Et parmi ces 25% de requêtes à dimension locale, Google fait une distinction entre les requêtes directes, qui représentent à hauteur de 20%, et les requêtes découvertes, qui elles sont à hauteur de 80%. Donc les requêtes découvertes, c'est ce dont parlait Séverine au début, c'est les requêtes génériques. Donc TUI Store Paris, c'est une requête directe, alors que Agence de voyage Lille, c'est une requête indirecte. Donc, pour résumer, l'idée c'est que les recherches directes correspondent en fait à votre notoriété. Plus vous allez avoir de requêtes directes, plus vous allez être connu. Et donc, augmenter le nombre de requêtes directes sur vos fiches, c'est plutôt le travail de vos équipes marketing, c'est-à-dire de faire connaître votre marque en fait. Alors que les requêtes indirectes correspondent plutôt à la qualité de votre référencement local. Donc, des techniques que vous allez utiliser pour bien vous positionner dans les résultats de recherche et, pour reprendre l'exemple de TUI, de faire en sorte que TUI passe devant ses concurrents sur une requête type agence de voyage Paris, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une fiche va apparaître devant une autre lorsqu'un internaute fait une requête locale? L'algorithme Google, il va prendre en compte 3 critères, en fait. Le premier, ça va être celui de la distance. Donc, Google va en priorité favoriser les établissements qui sont autour de moi. Donc là, par exemple, je suis en région parisienne. Si je recherche agence de voyage, Google ne montrera jamais les établissements qui sont à Marseille, Lyon ou Bordeaux. Le second critère, ça va être celui de la pertinence, donc c'est-à-dire de la cohérence entre la requête de l'internaute et les informations qui sont contenues dans la fiche Google. Donc par exemple, si aujourd'hui je cherche pharmacie ouverte le dimanche dans Google, Google va me montrer que les fiches de pharmacie qui ont ajouté leurs horaires le dimanche dans Google My Business. Et enfin, le 3, le dernier critère, ça va être celui de la proéminence. Et c'est, je pense, celui le plus important, ou en tout cas celui où on va pouvoir vous apporter le plus de valeur chez Partout. Et ce critère de proéminence, finalement, il imbrique plusieurs variables, comme est-ce que les informations de la fiche sont les mêmes partout sur Internet? Est-ce que la fiche est 100% complétée? Donc, est-ce que son propriétaire a mis des horaires, un numéro de téléphone, des photos, une description? Est-ce que le site web qui est indiqué sur la fiche est bien optimisé SEO? Est-ce qu'il génère beaucoup de trafic? Et enfin, la dernière variable, ça va être celle de l'e-réputation. Donc, est-ce que la fiche a beaucoup d'avis? Est-ce qu'elle a une bonne note moyenne? Ou est-ce que son propriétaire prend le temps de répondre aux avis? Alors, oui, juste ouais. Avant de parler des qui dit qu'on parle d'un côté de Google My Business, on ne sait pas très bien, donc avec les cartes, désolé, Nicolas, les points d'intérêt. Ok, est-ce que ça va mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux là. Ok, oui, donc Nathalie nous dit, on parle de Google Maps et de Google My Business d'un côté. Est-ce que c'est pareil? Bon, effectivement, Google Maps, c'est à la fois la carte et les points d'intérêt qui apparaissent dedans. Et en fait, Google My Business
pour les professionnels, leur intérêt. Donc en fait, effectivement, on fait un peu la séparation, mais c'est la même chose en fait, c'est plutôt comment je gère mes points d'intérêt, enfin, donc mes magasins, mon réseau, qui va apparaître dans Google Maps, quoi. Oui, c'est ça. Google My Business, en fait, c'est la solution de Google qui va vous permettre de créer et de gérer vos établissements sur Google Maps, en fait. Et donc, maintenant qu'on a vu qu'il était primordial de bien optimiser son référencement local, la question qui va naturellement se poser, c'est comment fait-on et quelles sont les techniques à ma disposition pour améliorer mon référencement sur Internet. Alors, la première chose à faire, et c'est ce dont je vous parlais au début de ma prise de parole, ça va être de vous assurer que vos données soient les mêmes partout sur tous les sites de référencement. Donc, des GPS comme Waze, des réseaux sociaux comme Facebook, des annuaires comme le site 118 000 et Google My Business. En faisant ça, vous vous assurez d'une NAP consistency, c'est-à-dire d'une cohérence des données name, address, phone, pour NAP, sur Internet. Et en faisant ça, vous allez donner un signal très positif à Google qui aura tendance à valoriser vos fiches. Donc, c'est très important aujourd'hui pour les enseignes de faire en sorte que leur point de vente ait le même nom, la même adresse et le même numéro de téléphone sur tous les sites de référencement. Donc, je vous en ai listé quelques-uns là sur la slide. C'est vraiment primordial. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, il existe un certain nombre d'optimisations de vos fiches qui peuvent être réalisées directement dans Google My Business. Et la première de ces optimisations, c'est celle des catégories. Alors, en effet, il est possible d'indiquer jusqu'à 10 catégories par fiche. Et l'intérêt de ça, c'est de s'assurer que vos clients vous trouvent, peu importe la requête qu'ils font. Donc, je vous ai mis l'exemple de Castorama sur la slide. Castorama qui a indiqué une dizaine de catégories sur toutes ses fiches et qui, du coup, ressort sur des requêtes comme magasin de bricolage Marseille, quincaillerie Marseille ou jardinerie Marseille. Donc, il s'assure de capter un maximum de visibilité et de trafic. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est que lorsque vous créez votre établissement dans Google My Business, c'est d'utiliser la barre de recherche des catégories disponibles et de sélectionner celles qui se rapprochent le plus de votre activité ou des produits et services que vous vendez en magasin. Le second élément qui peut être optimisé directement dans GMB, ça va être les attributs. Alors, les attributs, pour faire simple, c'est des spécificités de services qui caractérisent votre point de vente. Donc, ça peut être, par exemple, est-ce que mon magasin est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il accepte les paiements en carte bleue? Est-ce qu'il propose du Wi-Fi gratuit, etc. Et compléter ces attributs, ça peut notamment être super intéressant pour apparaître sur les requêtes vocales des internautes, puisqu'on sait qu'une requête vocale est ultra spécifique, ou en tout cas bien plus qu'une recherche classique sur le web. Donc, une requête vocale, ça peut être par exemple OK Google, trouve-moi un magasin d'électroménager accessible en fauteuil roulant et qui accepte les paiements par chèque. Donc, de la même manière que pour les catégories, compléter ces attributs va vous assurer de capter un maximum de trafic. Il y a cependant une petite chose à noter concernant les attributs, c'est qu'en fait, les attributs qui sont disponibles sur une fiche Google sont définis en fonction de la catégorie principale de la fiche. Et c'est Google qui choisit et qui vous l'impose. Donc, je sais par exemple qu'il y a très peu d'attributs qui sont disponibles dans les secteurs bancaires ou d'assurance, mais qu'en revanche, dans la restauration, il y en a plusieurs dizaines disponibles. Alors ensuite, l'élément sur lequel vous pourrez directement jouer afin d'être bien référencé, ça va être les photos. C'est évident et tout le monde sait que d'avoir de jolies photos sur sa fiche permet de rendre celle-ci plus sexy, plus attrayante. Mais en revanche, c'est que les gens et les enseignes savent moins, c'est que le référencement d'une fiche est directement corrélé au nombre de photos qu'elle contient. Donc, on a fait une petite étude que vous avez sous les yeux et on s'aperçoit que les fiches qui ont plus de 100 photos génèrent environ 7 fois plus de vues que les fiches en n'ayant qu'entre 50 et 100 et 23 fois plus que celles n'ayant qu'une seule photo. Donc, le gap est vraiment énorme et on vous recommande de mettre un maximum de photos sur vos fiches. Que ce soit d'ailleurs des photos que vous mettez vous-même ou des photos qui sont mises par les internautes. Alors, l'avant-dernier point que je vais aborder dans le cadre de l'optimisation des fiches Google, ça va être les horaires exceptionnels. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité avec ce qu'on vit en ce moment. Et en fait, indiquer ces horaires exceptionnels, ça peut être intéressant dans deux cas.
Le premier, c'est quand les horaires habituels sont modifiés, comme ça peut être le cas en ce moment avec le coronavirus, mais également lorsque le magasin ferme exceptionnellement plus tôt à cause de travaux, par exemple. Le deuxième cas de figure, c'est lors des jours fériés, et ce, même lorsque vos horaires ne changent pas. En fait, Google a une liste de jours fériés officiels en France que vous voyez sur la droite de la slide. Et si vous n'indiquez rien lors de ces jours fériés, en fait, Google va prendre les devants et indiquer que les horaires affichés sur la fiche sont susceptibles d'être différents. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici sur la slide, sur la fiche de Decathlon, avec la mention orange. Si je veux prendre un exemple assez simple, ça va être celui du 24 décembre, puisqu'en fait, ce jour-là, la quasi-totalité des grandes enseignes sont ouvertes normalement. Or, si elles n'indiquent pas leurs horaires habituels pour le 24 décembre, vu que le 24 décembre fait partie de la liste des horaires des jours fériés exceptionnels de Google, Google va mettre systématiquement cette mention orange. Alors qu'en revanche, si elles indiquent bien leurs horaires habituels pour le 24 décembre, Google affichera la mention verte que vous voyez à gauche sur la fiche de Darty. Donc, du coup, indiquer ces horaires exceptionnels, ça va avoir deux bénéfices. Le premier, ça va être pour l'expérience client, puisque vos clients seront assurés que les horaires indiqués sur la fiche seront corrects. Et deux, ça va être pour le référencement de vos fiches. Alors, la dernière variable sur laquelle vous pourrez jouer pour correctement référencer vos établissements, ça va être les avis. Je vous disais tout à l'heure que l'algorithme Google prenait en compte la réputation du magasin pour l'afficher ou non dans les résultats de requête. Et en fait, c'est vraiment le cas, puisqu'aujourd'hui, quasiment toutes les enseignes font du presence management ou essaient un minimum de gérer la visibilité en ligne de leur point de vente. Et du coup, le seul moyen aujourd'hui qu'elles ont de se distinguer de leurs concurrents, ça va être la réputation de leur magasin. Donc, répondre aux avis, c'est vraiment hyper important aujourd'hui. Et je vous ai listé les trois principales raisons qui vont appuyer cette importance. La première, c'est pour l'expérience client. Puisqu'en effet, si vous répondez à un avis, l'internaute qui aura déposé l'avis sera notifié, il recevra un mail, et donc il se sentira écouté, que ce soit à la suite d'un avis positif ou négatif d'ailleurs. En plus de ça, le fait de répondre aux avis négatifs peut être un excellent moyen pour vous de trouver une solution aux problèmes rencontrés par votre client. Donc ça peut être que bénéfique. La seconde raison, c'est pour l'image de marque, puisqu'en effet, les réponses que vous allez apporter à vos avis, elles ne vont pas être lues que par les personnes qui ont déposé les avis, mais par tous les gens qui consultent vos fiches. Et on sait que 97% des personnes qui lisent les avis lisent également les réponses apportées. Donc, répondre aux avis, ça peut être pour vous un excellent moyen de faire passer vos messages et d'améliorer votre image. Et enfin, la dernière raison, c'est le référencement de vos fiches, puisque plus vous allez répondre aux avis, plus vous allez montrer à Google que vous vous préoccupez de vos clients, et donc il aura plus tendance à valoriser vos fiches dans les résultats de recherche. Pour faire simple, l'idée c'est que plus vous allez avoir d'avis, et plus vous allez y répondre, et plus votre note moyenne sera haute, et meilleur sera votre référencement. Et ensuite, du coup, c'est un cercle vertueux, puisque comme vous allez être mieux référencé, vos fiches vont du coup générer plus d'avis, vous allez plus y répondre, et ainsi de suite. Une petite question, Louis. Enfin, quelques questions en fait, Oui. on avait plusieurs questions. Alors moi déjà j'en ai une. Si tu reviens sur la slide d'avant, hop, typiquement en SEO, on aime bien optimiser les titles, les contenus, etc. Donc là, SoCook, c'est des cuisines équipées, si je ne me trompe pas. On aimerait changer le titre en mettant, je sais pas, SoCook, cuisine équipée. J'espère qu'il y a du son. SoCook, cuisine équipée, par exemple, et puis optimiser la description pour mes mots-clés. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne dans Google Maps? Est-ce qu'il faut le faire? Comment ça fonctionne? Alors non, malheureusement, les champs description et nom des points de vente ne vont pas du tout être pris dans l'algorithme Google pour référencer la fiche en fait. Parce que Google essaie de faire en sorte que les enseignes ne fassent pas de word stuffing, c'est-à-dire qu'ils mettent des mots-clés un peu partout pour booster leur trafic. Et donc du coup, pour reprendre l'exemple du nom, dans les règles de Google, il est strictement interdit de mettre normalement le nom de la ville et la catégorie de l'établissement en question. Donc par exemple, pour Darty, il faut absolument pas qu'ils mettent Darty magasin d'électroménager
Paris, ou Darty, magasin d'électroménager, multimédia, hi-fi. Paris, c'est interdit. Google oblige les enseignes à mettre que ce qui est indiqué sur la devanture du magasin dans le nom du point de vente. Donc ça va être que Darty, par exemple. Et pour la description, c'est pas du tout pris en compte dans le référencement des fiches. À l'inverse des avis, mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Ok. Alors, on a quelques questions. Donc, tu disais, il y a des attributs qui sont accessibles en fonction de la catégorie dans laquelle on est référencé. Est-ce que Oui. ces attributs sont accessibles, disponibles quelque part, la liste, j'imagine, dans la documentation GMB? Alors, pour pouvoir consulter les attributs qui sont disponibles sur vos fiches, il faut vous rendre dans Google My Business. Et donc là, je peux pas vous montrer malheureusement, mais en gros, il faut que vous alliez dans la section information de votre fiche et la section attributs, c'est en bas à gauche de la section information. Et je ne connais pas malheureusement la totalité des attributs disponibles pour tous les magasins. J'imagine qu'il y en a plusieurs centaines. Et vous allez pouvoir voir les attributs qui sont disponibles pour vos fiches en vous rendant dans GMB du coup. Ok. Alors, j'avais une autre remarque de François qui nous dit pour les photos. Donc, tu disais tout à l'heure, en gros, plus il y a de photos, plus la fiche est visible. Il dit attention, peut-être que c'est l'inverse en fait. Plus ma fiche est visible et populaire, plus les gens mettent de photos. Donc, la question, entre la corrélation en fait et la causalité sur le truc. Moi, c'est la première remarque que j'ai eue aussi, enfin réflexion en voyant ce graphe. Ceci dit, il me semble que chez Partout, en fait, vous avez quand même fait des tests pour valider le fait que plus de photos améliorait la visibilité, hein. Donc, c'est quand même un critère qui semble être assez important. Oui, c'est évident. Et de manière générale, en fait, plus vous allez faire vite votre fiche, plus vous allez y ajouter d'informations, mieux elle sera référencée. Donc les photos font partie des informations qui est disponible, que vous pouvez mettre sur vos fiches. Donc on vous invite vraiment à en mettre le plus possible. Ok. Et en plus des photos, il y a deux autres types de médias qui peuvent être ajoutés sur vos fiches. J'en ai pas parlé parce que très peu d'enseignes le font, mais il est également possible de diffuser des visites virtuelles sur vos fiches, ainsi que des vidéos. Pour les visites virtuelles, il faut passer par des prestataires qui sont ultra spécialisés. Et pour les vidéos, vous pouvez le faire vous-même, par contre. Ok. On a une autre question de Nicolas Plantelin. Donc tu nous dis qu'on peut mettre 10 catégories maximum en donnant l'exemple là, de Castorama. Quand on en a plus, qu'est-ce qu'on fait? Comment on optimise? Quels sont les recos qu'on peut donner là-dessus, s'il y en a? Mais il faut que vous mettiez celle qui se rapproche le plus de ce que les gens cherchent pour vous trouver généralement. Donc il faut que vous vous mettiez à la place de vos clients et vous posez la question, qu'est-ce que mes prospects vont taper comme mot-clé dans Google pour me trouver, et du coup mettre les catégories correspondantes. Il y a autre chose qui peut être sympa de faire, c'est par exemple d'adapter vos catégories en fonction de la période de l'année. Donc je sais qu'il y a certains de nos clients qui changent leur catégorie au moment des fêtes de Noël, par exemple, et qui mettent en première catégorie, en catégorie principale, magasin de décoration pour Noël. Et ils font ça fin mi-novembre, fin novembre, et ensuite au mois de janvier, ils rechangent leur catégorie principale, et comme ça leur permet de s'adapter en temps réel aux besoins des consommateurs pour être sûr que leurs fiches ressortent au bon moment du coup. Ok. Une autre question, on a beaucoup de questions. Est-ce que vous avez une liste de plateformes dofollow que vous considérez comme indispensables à remplir pour un meilleur SEO local? Alors là, je pense qu'en fait, ma réponse à moi, je pense qu'il y a trois niveaux de questions en fait, enfin, dans l'annuaire. Vous avez les annuaires qui sont utiles parce qu'ils sont visibles, donc eux-mêmes font de l'audience, et donc vous avez envie d'être visible dedans, à jour et tout ça. Et après, je vais laisser répondre Séverine et Louis, hein, mais vous avez envie d'être dedans et à jour parce que ça fait partie de votre image de marque et de votre visibilité. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, il y a effectivement, on peut se dire, je vais aller mettre mes liens partout pour avoir des liens rentrants vers mon propre site. Donc je pense que là, c'était le sens de la question. Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai pas de liste en particulier. Puis après, vous avez un troisième sujet qui est les annuaires avec lesquels les solutions, comme partout, ont des connecteurs. Parce que malgré tout, ça joue quand même. C'est-à-dire que c'est pas toujours, tout le monde n'a pas de connecteur avec tout le monde. Donc je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Nous, ce qu'on regarde quand même plutôt, c'est est-ce que c'est utile, quoi. Est-ce qu'il y a des gens dessus? Est-ce que ça fait de l'audience? Et si oui, on recommande aux gens d'aller se mettre dessus plutôt que pour faire des liens vers son propre site. Après, peut-être que Séverine et Louis, vous voulez intervenir là-dessus, sur les annuaires qui vous semblent utiles.
Alors, effectivement, l'audience que va avoir le site est importante. Mais il y a aussi une autre variable qu'il faut prendre en compte. Et bon, ça, c'est un peu plus technique. Mais en gros, ça va être le domain authority du site sur lequel vous allez être diffusé. En gros, le domain authority, c'est la note de confiance qu'accorde Google en ce site-là. Donc, plus la note va être haute, plus Google aura confiance en ce site et plus le fait d'être référencé sur ce site sera bénéfique pour votre référencement. Donc, il y a des sites qui sont ultra importants, comme Facebook ou Waze, par exemple, d'autres un peu moins, mais qui le sont quand même. Et nous, chez Partout, on diffuse aujourd'hui sur une quinzaine de plateformes qui ont un bon domain authority et qui vont vous permettre, du coup, en étant visible dessus, d'améliorer le référencement de vos fiches sur Google My Business. Puisqu'en fait, Google envoie des robots en permanence sur le web pour checker les informations qui sont présentes sur ces sites-là. Et si le robot détecte que votre magasin a le même numéro de téléphone, le même nom, la même adresse sur 118 000, sur Facebook, sur Waze, etc., il aura tendance à se dire l'information est forcément correcte, donc je vais mettre en avant sa fiche Google. C'est assez simplifié, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, je vais rebondir en fait sur ce que disent Nicolas et Louis. Effectivement, pour nous, tout du moins chez TUI, moi, ça n'a pas été de se dire d'être présent pour avoir des liens, mais encore une fois, d'être présent pour assurer une cohérence d'information, une homogénéisation des informations de nos points de vente pour l'internaute. Et en fait, à partir du moment, c'est un cercle assez vertueux, puisqu'à partir du moment où on crée un écosystème cohérent d'informations locales sur des annuaires, sur des plateformes, sur des GPS qui ont une bonne notoriété, qui sont visités par des internautes et en l'occurrence référencés dans Google, ça sera, quoi qu'il en soit, bénéfique pour le référencement. Après, il faut vraiment, je pense, avoir une vue globale du référencement en tant que vecteur principal d'information et de notoriété de vos points de vente. Ouais, merci Séverine. J'espère avoir répondu, j'espère qu'on a répondu à la question du coup. Je crois qu'elle a été reposée, donc je pense que il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet. Je ne sais pas comment on peut. Enfin, je pense qu'on va pas répondre là en listant ce qu'on connaît, mais peut-être après coup, on va réfléchir en vous envoyant le lien à pourquoi pas répondre aussi à cette question de sur quels annuaires on veut se positionner. Alors, on a pas mal d'autres questions. Alors, on a des questions sur les avis. Il y en a deux. Il y en a une qui est presque un troll, mais quand même qui est intéressante. C'est: est-il possible de tromper Google en créant des profils et en publiant des avis? Et donc moi, j'étendrai la question en disant, en fait, évidemment, tu vas pas me le recommander, mais quel est le risque en fait pour une entreprise qui ferait ça? Donc créer des faux avis, en gros. Théoriquement, oui, c'est possible, mais Google le détecte en fait, puisque Google fait un matching entre la géolocalisation de l'internaute et du magasin. Et si Google voit que vous n'avez jamais été dans ce magasin, il va forcément se poser la question et risque de ne pas référencer votre avis et encore pire de déréférencer votre fiche magasin. Donc, on vous recommande vraiment pas de mettre des faux avis sur vos fiches GMB. Okay. Je rajouterais qu'il y a des implications légales, hein. C'est interdit légalement, c'est pas Google qui l'interdit, c'est interdit. Donc c'est globalement pas recommandé en fait, hein, puisqu'on vous dira toujours que respecter la loi c'est mieux que de ne pas le faire. Comment nettoyez-vous les avis négatifs? Alors nettoyer, c'est-à-dire, c'est comment supprimer les avis négatifs? J'imagine c'est plutôt du coup, enfin, donc je pense que, est-ce que c'est possible, d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire, et d'autre part, quelle est la recommandation de Partout en termes d'action? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des sociétés qui contactent les gens qui mettent des avis négatifs en leur proposant, en leur demandant de les retirer. Qu'est-ce que tu constates de ton côté, ou comment vous conseillez aux gens de répondre à ça? Alors aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire retirer un avis négatif sur une fiche, même s'il vous déplaît, sauf si l'avis est insultant, injurieux, à caractère raciste ou ce genre de choses. Nous, ce qu'on recommande plutôt de faire, c'est de répondre à tous vos avis, même s'ils sont négatifs, même s'ils vous déplaisent, en apportant une réponse professionnelle et en essayant de trouver des solutions pour répondre aux problèmes de vos clients. Je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait certaines sociétés qui proposaient, enfin qui appelaient les gens qui ont déposé les avis pour leur demander de les supprimer.
Je ne sais pas quel est leur modèle économique, comment ça fonctionne. Tu viens de Moi, leur- je peux en témoigner personnellement. Je connais des restaurants qui appellent les gens en leur proposant, par exemple, de les faire revenir en les invitant. Ah, Ça arrive, je l'ai vu, quoi, personnellement. bah, du coup, pour répondre à ça, nous, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est d'essayer de noyer vos avis négatifs dans les bons avis positifs, et du coup, d'essayer de demander à vos clients de vous mettre un avis lorsque vous identifiez qu'il est satisfait. Donc, pour un restaurant, ça peut être hyper facile, au moment de l'encaissement, bah, de demander gentiment à la personne qui a mangé chez vous de déposer un avis. Comme ça va vous permettre d'augmenter le nombre d'avis que vous avez, d'augmenter votre note moyenne et de faire en sorte que vous ayez plus d'avis positifs que d'avis négatifs. Ok. Alors, on a d'autres questions, Louis. Je continue un peu. Euh, En gros, quelqu'un nous dit, mes concurrents viennent altérer ma fiche, donc par exemple changer l'adresse ou mettre des fausses informations via des suggestions de modification. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous pouvez vous rendre directement dans Google My Business et rejeter ces suggestions de modification. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas vous faire la démo en live, mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail pour que je vous montre. Sachant que nous, chez Partout, on s'occupe de faire ça pour tous nos clients tous les 3 jours. C'est-à-dire que tous les 3 jours, on se rend sur le compte GMB de nos clients et on rejette toutes les suggestions de modification qui ont été faites sur les fiches. Ok. Alors, je... J'ai encore d'autres questions. Est-ce que la date des avis est prise en compte? Est-ce que les avis plus récents, par exemple, vont être plus pris en compte dans le référencement, dans la position d'une fiche? Non, je pense pas que la date de l'avis soit prise en compte dans le référencement des fiches. Non. Ok. Ensuite, donc on a une autre question qui est je fais des posts sur Google My Business et je termine avec une question pour inciter à avoir des réponses, des avis, etc. Mais j'ai pas d'interaction, pas de réaction. Euh, j'ai le temps un peu à la question, donc je sais que tu en parles un peu après, mais est-ce que les posts Google My Business fonctionnent? Est-ce qu'il y a de l'interaction dessus? Alors ça va dépendre des enseignes, ça va dépendre des fiches. Le post, nous, on recommande vraiment d'en faire parce que effectivement, ça permet de communiquer des messages à vos clients, ça permet d'améliorer le référencement des fiches. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les posts, ils apparaissent tout en bas des fiches et donc ils sont généralement pas lus par les clients, sauf par ceux qui scrollent jusqu'en bas des fiches. Euh, donc donc c'est normal que vous n'ayez pas énormément d'interactions sur vos Google Posts. Tout dépend en fait du nombre de vues que vous avez de vos fiches par mois. Ok. Alors, j'ai une question cette fois pour Séverine, qu'on pensait aborder après, mais du coup, allez, on va en parler maintenant, puisqu'on fait toutes les questions. Qui est donc, Séverine, en termes d'organisation, chez vous, comment ça fonctionne? Donc, par qui sont effectuées les modifications? Par exemple, dans le cas d'un changement d'horaire, est-ce que c'est les responsables de secteur, les responsables des agences? Est-ce que c'est vous? Donc, en gros, comment vous êtes organisé? Alors, pour la modification, effectivement, des informations de nos points de vente, c'est effectué par l'équipe SEO. Les informations sont centralisées au niveau de la distribution retail, donc vraiment des points de vente. Et après, donc nous, on travaille ensemble pour mettre à jour ces informations. Donc après, en termes de format, on est sur le format préconisé en l'occurrence par Partout et par plus largement Google My Business. Donc voilà, ça c'est chez nous que ça se passe. Ok. Pour les avis, on en parlera après, parce qu'on explique un peu comment s'organiser les gens, et du coup, tu pourras aussi nous dire chez vous comment ça fonctionne. Alors, j'ai une autre question. Il y a des gens, Louis, qui utilisent, pour savoir d'où viennent les appels, en fait, qui utilisent des numéros qui sont dynamiques, ou donc qui sont différents, des numéros de téléphone, hein, qui sont différents selon le lieu où tu le mets. Et de cette manière-là, en fait, tu peux faire du tracking, de savoir d'où les gens, enfin, où les gens ont trouvé ton numéro de téléphone. Mais donc, du coup, vous, ce que vous nous dites, c'est, en fait, il faut avoir le même numéro de téléphone partout. Donc, comment est-ce que vous conseillez de gérer ça? Est-ce que c'est incompatible et est-ce que donc du coup vous conseillez de ne pas utiliser ces solutions? Si le numéro de téléphone avec le tracker est le même sur Waze, sur Google, sur Facebook et sur tous les autres sites, ça ne pose pas de problème. En revanche, si par magasin, vous avez
un numéro avec un tracker qui est différent en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez être, là, effectivement, ça va poser problème et ça risque d'être pénalisant pour votre référencement. Ok, donc vous conseillez bien de ne pas utiliser ces solutions, puisque le principe, je pense, c'est effectivement de mettre des numéros différents pour savoir En fait, d'où vient la source, quoi. on conseille de le faire si vous passez par un prestataire comme partout et que pour chaque magasin, vous allez mettre le numéro avec le tracker. Du coup, nous, on va diffuser ce numéro-là sur tous les sites sur lesquels on diffuse. Donc, on conseille que si vous êtes en mesure de vous assurer que votre numéro avec le tracker sera le même sur tous les sites de référencement. En revanche, si le numéro avec le tracker est que sur Google, mais pas sur les autres sites, bah là, oui, ça risque d'être pénalisant, donc on ne recommande pas. Ok. Alors j'ai une question encore. Tout à l'heure, tu as parlé quand on parlait des annuaires externes, de Domain Authority, et j'ai quelqu'un qui me demande, pouvez-vous redéfinir le NMP pour le Domain Authority? Je ne sais pas si tu en as parlé ou pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais Louis, je te laisse répondre. J'ai pas compris le. Le NMP pour le Domain Authority. Ça ne me dit rien du tout. Ok. Le NMP. Bah, moi non plus, mais je me disais peut-être que tu l'as utilisé, mais Non, j'avoue que je ne sais pas. J'ai parlé du NAP, donc la cohérence des données name, adresse, phone. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire? Alors le NAP, la NAP consistency, c'est le fait que vos données name, adresse, phone, pour name NAP, soient les mêmes sur tous les sites de référencement. Donc il faut que vous vous assuriez que vos magasins aient le même nom, la même adresse et le même numéro de téléphone sur Google, sur votre store locator, sur Waze, sur Facebook, sur Apple Plan et sur tous les sites de référencement en fait. Ok. Merci. On a une question de Marjolaine. Tout à l'heure, tu disais qu'on peut faire un rejet des modifications sur les fiches qui sont faites par des gens, enfin, ou des suggestions de modifications qui sont faites par les personnes. Marjolaine nous demande est-ce que ça peut être automatisé, de sorte qu'en gros, elles soient toutes rejetées. Alors non, ça peut pas être automatisé, le rejet de notification. En revanche, nous, ce qu'on fait chez Partout, c'est que assez régulièrement, on va repousser les informations qu'on a en base de données pour nos clients sur les fiches Google. Comme ça, on s'assure que les informations qu'on a en base soient remises sur les fiches Google et qu'elles écrasent les suggestions qui ont été faites par les internautes. Donc ça, c'est un moyen d'automatiser, mais effectivement, si vous n'avez pas de prestataire, il faudra que vous le fassiez à la main, fiche par fiche. Et effectivement, ça peut être un peu chronophage. Ok. Voilà, on a des questions qui viennent. Bon, on va reprendre les questions. On va passer à la suite et puis on reprendra les autres questions. François, je n'oublie pas la question. Après, parce que sinon on va jamais terminer dans les temps. Louis, je te laisse Ouais, reprendre. je vais enchaîner. Merci. Alors, du coup, maintenant que vous savez qu'il est hyper important de répondre à vos avis et que vous avez pris la décision de commencer à le faire, vous allez forcément vous poser la question, dois-je le faire moi-même ou laisser mon réseau, mes magasins s'en occuper? Alors, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question puisque chaque type d'organisation a ses avantages. Alors, les avantages d'une réponse en centrale, donc via la tête de réseau, ça va être, le professionnalisme, l'empathie, l'orthographe et la politesse, puisque ce sont des éléments clés d'une réponse à apporter à un avis en ligne. Il peut parfois s'avérer difficile de faire respecter à des directeurs de magasins une politique stricte allant en ce sens. Deux, ça va être la réactivité, puisque c'est essentiel dans ce domaine. Plus vite vous allez répondre, mieux c'est. Or, généralement, les directeurs d'établissement ont des problématiques opérationnelles qui souvent vont prévaloir sur la gestion des avis et donc ils peuvent avoir du mal à se dégager du temps pour le faire. Et enfin, en 3, il y a pas mal d'implications SEO liées aux avis et à leurs réponses, puisqu'apporter une réponse contenant des mots-clés vous permettra d'apparaître dans les requêtes liées à ces mots-clés. Et c'est une stratégie qui va pouvoir être gérée bien plus facilement si c'est la tête du réseau qui s'en charge. Je vous ai mis l'exemple dans la slide précédente de SoCook. En fait, SoCook, c'est un fabricant de cuisine français et un de leurs arguments marketing, c'est le fait que leur cuisine soit made in France. Et du coup, dans chacune de leurs réponses, ils essaient de mettre que leurs cuisines sont made in France. Et du coup, ça va leur permettre, si un jour un internaute tape cuisine made in France dans Google, de ressortir sur ce type de requête.
Ensuite, il y a les avantages du coup d'une réponse apportée en local, donc par les directeurs de magasins. Le premier, ça va être que c'est eux qui rencontrent les clients et qui sont donc généralement plus à même de répondre à une remarque positive ou négative suite à une expérience d'achat dans leur établissement. Le deuxième avantage, ça va être que c'est un bon moyen de les responsabiliser et de les faire se sentir concernés en les mettant face au retour de leurs clients. Et en trois, l'avantage, ça va être de décharger ce travail des équipes au siège, puisque pour les réseaux de plusieurs centaines de points de vente, il peut y avoir beaucoup d'avis qui tombent tous les jours et ça peut être difficilement gérable par le siège. Donc, en plus de ces éléments, votre choix va également dépendre de plusieurs critères comme le secteur d'activité, puisqu'il y a certains secteurs d'activité qui génèrent peu d'avis. Donc, si c'est votre cas, mieux vaut que vos avis soient gérés en centrale. Ensuite, il va y avoir la maturité digitale du réseau. Parfois, les directeurs d'établissement sont pas du tout sensibles à ce sujet, voire même carrément méfiants ou dubitatifs. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux garder ce sujet en centrale, en tout cas dans un premier temps. Et ensuite, le dernier critère, ça va être la relation que vous avez entre le siège et le point de vente. Est-ce que vous êtes sur une organisation de succursales, de franchisés, de partenaires, etc. Alors voilà, du coup, si vous décidez de vous lancer dans une stratégie de présence management, d'optimisation de vos fiches Google et de réponse à vos avis, une solution telle que celle de Partout peut grandement vous faciliter la tâche, puisque via notre interface, vous allez pouvoir tout gérer. Donc, vous allez pouvoir gérer les informations de vos points de vente, les intégrer à notre plateforme une seule fois. Et ensuite, c'est notre techno qui va multidiffuser toutes ces informations-là uniformément sur vos fiches Google, mais également sur vos fiches Waze, Facebook, 118 000, etc. Et ensuite, du coup, vous pourrez mettre à jour ces informations autant de fois que vous voulez. Vous allez pouvoir ensuite suivre en temps réel les statuts de diffusion de vos établissements sur toutes ces plateformes, savoir s'ils sont à jour. Et ensuite, vous allez pouvoir consulter les statistiques de vos fiches Google My Business, donc le ROI de la solution, via une section d'analytics qui va vous montrer les évolutions de vues de vos fiches GMB mois par mois, semaine par semaine ou année par année, ainsi que le nombre d'interactions qui ont été faites sur vos fiches pendant cette période, donc le nombre d'appels, de demandes d'itinéraires, de visites sur site web. Tout ceci étant bien évidemment modulable par date ou par établissement. Et donc, par exemple, pour TUI, tout en bas à droite de la slide, le nombre d'interactions sur les fiches a quasiment doublé entre 2018 et 2019. Et ces données-là, je les ai récupérées depuis notre interface. Alors, en cadre, vous allez pouvoir consulter l'ensemble des avis Google, Facebook et TripAdvisor de votre réseau, pouvoir y répondre en quelques clics, avec en plus un certain nombre de fonctionnalités qui pourront vous aider, comme les templates de réponse, des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels qui sont envoyés par mail, ou des filtres. Et finalement, en 5, la solution Partout va vous permettre de suivre en temps réel l'état de la e-réputation de votre réseau via une section de statistiques sur laquelle vous pourrez consulter le nombre d'avis que vous avez, votre note moyenne, votre taux de traitement, votre délai de réponse moyen et l'évolution dans le temps de toutes ces données-là. Bon, du coup, Séverine, tu as déjà un petit peu répondu à ces questions, mais est-ce que tu pourrais rapidement nous réexpliquer comment vous êtes organisé, vous, chez TUI, pour à la fois gérer les informations de vos points de vente sur le web et pour répondre à vos avis? Oui. Donc effectivement, nous, les informations pour Google My Business, c'est les annuaires digitaux. Toutes ces informations sont centralisées au niveau de la distribution retail. J'insistais au début sur le fait que nous, on a une majeure partie des points de vente qui sont des points de vente mandataires et donc pas intégrés, et donc une autre partie qui sont des points de vente intégrés, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place en fait une nouvelle organisation, et c'est peut-être ça qui va demander le plus de temps et d'organisation, c'est de trouver un nouveau process et de nouvelles personnes, de nouveaux points de contact qui pourront aller chercher ces informations et surtout qui ont la connaissance suffisante de ces agences. Donc, on a mis en place cette nouvelle organisation pour créer des ponts. On va aller récupérer donc ces informations pour après les mettre au bon format et les transférer sur la plateforme ou à Louis.
Après, donc les photos mises à jour, voilà. La réponse aux avis, alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on n'a pas le process défini. Ceci étant, on a fait un choix chez TUI France, c'est de laisser la main en fait aux responsables d'agence sur la gestion des avis. Donc de notre côté en interne, on va rédiger une charte éditoriale des bonnes pratiques avec des exemples de réponses aux avis positifs, aux avis négatifs, les do et don't, un petit peu les bonnes pratiques. Maintenant, en fait, notre parti pris, c'est vraiment de se dire le responsable d'agence connaît ses clients, connaît sa clientèle et connaît ses produits. C'est lui qui est en face à face avec les clients et donc est le plus à même de répondre aux avis aussi bien positifs que négatifs et donc de lui laisser la main sur cette expertise-là. Après, donc, quand je vois la question combien de temps passer, combien d'avis par mois, donc combien de temps passer, nous, en fait, c'est un projet qu'on a lancé globalement sur l'ensemble de nos points de vente en fin d'année. Donc, on est encore sur une phase, pour moi, de lancement qui demande beaucoup de temps parce que on est encore en phase d'ascension où il faut finir de tout mettre en place. Et il y a des étapes comme de récupérer les pages, la propriété des pages Google My Business, qui peuvent prendre pas mal de temps. Parce que là, on est vraiment sur du cas par cas et on n'est pas sur du traitement de masse. Donc, ça demande du temps. Donc, je dirais qu'on passe quand même plusieurs 2-3 heures par semaine hein, sur cette gestion-là. Combien d'avis par mois? On est à peu près pour le moment à 200 avis au global, je crois, sur la plateforme Louis par mois. Donc, globalement, plus ou moins un avis par agence. Mais encore une fois, on est sur une phase de lancement, donc où tout le déploiement n'est pas encore optimal. Et enfin, je vois donc quels conseils est-ce que je pourrais donner. En fait, j'ai envie de dire les mêmes conseils que pour tout référenceur. C'est-à-dire qu'il y a une grosse phase d'évangélisation, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui d'enlever les coutures entre le online et le offline, que le digital parle au point de vente. Donc, il faut vraiment expliquer l'intérêt d'un projet, comment en fait embarquer les responsables d'agence, comment embarquer la distribution retail, prouver, montrer le bénéfice que ça peut apporter. Donc tout à l'heure, on parlait typiquement des statistiques qu'on peut sortir des pages via Google My Business avec le nombre d'itinéraires, le nombre d'appels. Ça, c'est des KPI forts qui vous permettront de prouver le bien fondé de votre stratégie. Et puis, c'est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise parce que justement, je vous disais, il faut mettre en place des nouveaux process et il faut identifier les bonnes personnes, les bons connecteurs pour embarquer ces personnes avec vous dans le projet. Donc voilà, et puis bien sûr, s'amuser à avoir une vision globale. On fait ça pour un écosystème global, pour avoir une visibilité de votre marque. Donc, si vous vous amusez aussi, prenez du plaisir dans ces projets-là, c'est Donc voilà. Ok. Mes Alors conseils. moi j'ai une autre question, Séverine, pendant qu'on y est, puis il y en a d'autres. Donc tu confirmes, hein, c'est en local, donc c'est en centrale, pardon, que vous gérez les informations. Donc imagine par exemple il y a un magasin Oui. qui veut faire un changement rapide. Vous avez, je sais pas, une charte de temps de réponse, parce que je me mets à sa place, j'imagine qu'il voudrait que ce soit fait super vite. Comment vous gérez ça en fait, la réactivité? Il n'y a pas de. Non, on n'a pas ce typologie de charte. Honnêtement, on est quand même assez réactif parce que le circuit qu'on a mis en place en interne, c'est très simple. Et on n'est pas 10 personnes dans la chaîne, quoi. On est 2 personnes, 3 personnes maximum, ce qui fait qu'on a tout de suite l'information et qu'on peut réagir très rapidement. Ok. Alors, on a quelques autres questions, pour notamment alors, pour Louis. Est-ce que les reviews des local guides, donc effectivement dans Google Maps, il y a les gens normaux, et puis il y a les local guides qui sont plus ou moins avancés, donc c'est des gens qui répondent beaucoup à des questions, etc. Est-ce que les local guides ont plus de poids que les autres dans le référencement local? Oui, tout à fait. Absolument. Ok. Les avis des local guides ont plus de poids dans le référencement et ils apparaissent de toute manière généralement en haut des avis, en haut de la liste des avis de chaque fiche établissement sur Google. Ok. Alors, on a une autre question. Que pensez-vous des solutions comme Yext, DAC, etc.? Donc, alors, moi, je vais y répondre. Ce sont donc des concurrents de partout, hein, strict.
Donc c'est en gros des solutions de présence management qui ont des fonctionnalités vues de chez moi un peu similaires. Euh, et, euh, et du coup, on va pas répondre à la question probablement ici de faire la comparaison entre les différentes solutions. Euh, mais voilà, enfin, je pense que je sais pas, je pense qu'on va pas aller plus loin. Si vous voulez savoir, vous m'envoyez un message et puis on fera un petit mapping des solutions qu'on constate voir utiliser chez nos clients et ce qu'ils nous en disent. Je sais pas si ça Ouais, répond je ou suis pas. d'accord avec toi, c'est des concurrents, on propose plus ou moins la même chose. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Voilà. Alors, une autre question. Que pensez-vous d'avoir plusieurs fiches à la même adresse? Donc, le cas qui est cité là, c'est par exemple, je suis concessionnaire Renault et Nissan. Donc, j'ai créé une fiche concessionnaire Renault et une fiche concessionnaire Nissan. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Euh, Alors comment oui, ça fonctionne? effectivement, ça se fait, et c'est vraiment ce qu'on recommande. Nous, j'ai pas mal de clients dans mon portefeuille qui sont dans l'automobile et qui justement ont fait ce choix de splitter leur fiche par marque. Et c'est super intéressant, notamment parce que vos clients, bah, ils recherchent soit Renault, soit Nissan. Et c'est du coup important d'avoir une fiche pour chaque établissement. Également pour les avis, puisqu'il y aura des avis qui concerneront que Nissan, des avis qui concerneront que Renault. Donc vous pourrez un petit peu regarder comment bah, se comporte la e-réputation de chaque marque en fonction de la fiche que vous gérez. Donc nous, on recommande de séparer les fiches en deux, effectivement. Ok. Une autre question qui est intéressante aussi, comment une marque située à Paris mais intervenant partout en France peut gérer son référencement local? Et c'est vrai que moi j'ai quelques exemples. Par exemple, des sociétés qui font de la réparation à domicile, qui sont partout en France, mais qui n'ont pas de lieu physique. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, c'est un peu complexe, mais en gros, au moment de la création d'une fiche Google, vous pouvez indiquer que vous n'avez pas de lieu physique. Donc ça, c'est possible au tout début de la création d'une fiche Google My Business. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter des zones de chalandise de vos fiches autour de votre secteur d'activité, en fait. Bon, c'est un peu compliqué, je peux pas vous montrer comment faire aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrais vous répondre avec grand plaisir. Nous, un autre chose qu'on avait vu dans ce cas particulier-là, qui était finalement, je fais de la réparation à domicile, les gens finalement sur un réseau de partenaires en fait et se pluguaient sur leur lieu physiquement quoi. Ils avaient dû en passer par là, parce qu'ils avaient justement du mal à se rendre visibles localement quoi. Alors, on a d'autres questions. Vaut-il mieux indiquer une adresse exacte ou bien un secteur, une zone de chalandise? Alors, je pense que c'est deux choses différentes, mais tu vas nous dire, Louis. Bah, il vaut mieux indiquer une adresse exacte pour que vos clients puissent se rendre dans votre point de vente facilement. Mais effectivement, en plus de ça, vous pouvez indiquer une zone de chalandise sur vos fiches Google pour que votre magasin ait plus de chances de ressortir sur les requêtes des gens qui sont dans cette zone-là. Mais par exemple, euh, c'est hyper intéressant d'indiquer une adresse exacte et notamment un emplacement exact du marqueur sur Maps lorsque votre magasin est dans un centre commercial. Puisque si vous indiquez juste l'adresse du centre commercial, bah, le marqueur va être difficilement placé au bon endroit. Donc il faut que vous fassiez l'effort de le replacer exactement là où est votre magasin pour que vos clients puissent plus facilement vous trouver. Ok. Une autre question, Louis, pour toi. Est-ce que tu connais des villes ou des municipalités qui géreraient, par exemple, les fiches de toute une rue commerçante ou des boutiques locales? Est-ce que ça se fait? Non, j'en connais pas et je pense pas que ça existe. Je sais bon, pour les municipalités, non, mais il y a certains centres commerciaux qui, en revanche, eux, référencent tous les magasins qui sont dans leur centre commercial. Mais pour les municipalités, non, j'en ai jamais entendu parler, je suis pas certain que ça existe. Ok, très bien. Bon, du coup, on va passer à la suite. Peut-être cette partie, on peut, Louis, donc on va parler du coronavirus, donc comment on gère en ce moment. Donc Louis, je te propose de faire une version un peu simple, et puis en fait, de toute façon, s'il y a des questions, on répondra, et donc ça permettra d'être complet. Ouais, ok, ça marche. Bah, du coup, c'était pour conclure un peu sur cette partie référencement Google. On souhaitait faire une parenthèse sur ce qui se passe en ce moment et vous présenter nos recommandations sur la gestion de vos fiches GMB afin que vous puissiez faire face à cette crise de manière optimale.
Donc la semaine dernière, mes collègues chez Partout ont réalisé une étude qui analysait les statistiques des fiches GMB de nos clients depuis le début de la crise du Covid, et on s'est aperçu que certains secteurs d'activité étaient bien plus impactés que d'autres. Alors bon, comme on pouvait un peu s'en douter, les secteurs d'activité qui s'en sortent le mieux sont la grande distribution et notamment leur drive, ainsi que les laboratoires, puisque les statistiques de leurs fiches Google ont quasiment toutes augmenté pendant cette période. C'est ce que vous pouvez voir en haut de la slide. Alors qu'à l'inverse, les secteurs comme Horeca ou du retail ont connu une baisse drastique de leurs statistiques, avec quasiment une division par 2 des demandes d'itinéraires de leurs fiches Google sur la période. Donc si vous souhaitez, vous pouvez consulter l'étude complète qui est vraiment super intéressante, qui a été publiée sur le JDN la semaine dernière. Donc on vous mettra le lien de l'article à la fin du webinaire. Alors du coup, comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est tous confinés et que la grande majorité des commerces physiques sont fermés. Et le problème, c'est que lorsqu'on se rend sur Google pour se renseigner sur certains magasins, et ben on s'aperçoit très vite en fait que les informations publiées sont pas toujours très claires, voire même complètement erronées. Du coup, je vais tenter de vous expliquer ce qui est possible de faire à date sur Google et je vous donnerai ensuite nos recos. Alors du coup, le cas le plus classique, c'est lorsque le magasin est fermé. Alors dans ce cas, Google propose 3 alternatives pour indiquer la fermeture. Il y a soit la fermeture définitive, soit la fermeture temporaire, soit la fermeture exceptionnelle. Alors au début de la crise, Google a pris la liberté d'indiquer en fermer temporairement un certain nombre de magasins, mais cela a engendré en fait pas mal d'insatisfaction chez les enseignes, puisque certains commerces qui étaient restés ouverts avaient eu cette mention sans que Google leur demande vraiment leur avis. Donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir comment votre fiche est indiquée aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, il est possible d'activer vous-même cette mention fermée temporairement dans Google My Business, dans la section information de votre fiche. Mais c'est pas ce qu'on vous recommande. La seconde solution, c'est la fermeture définitive. Alors là, c'est vraiment une chose à ne pas faire, puisqu'en faisant ça, vous risquez de perdre tout le référencement qu'a acquis votre fiche depuis sa création, et ce sera ensuite très dur de la remettre à niveau une fois la crise terminée. Ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et enfin, il y a la fermeture exceptionnelle. Donc, comme je vous l'expliquais un peu avant, il est possible d'indiquer autant de fermetures exceptionnelles que vous souhaitez sur une fiche Google My Business. Et c'est une info que vous pouvez modifier autant de fois que vous voulez et quand vous voulez. Donc, ça pourra notamment être super utile lorsque votre magasin vous rouvrira courant mai. Donc, puisque, par exemple, si vous savez que votre magasin rouvrira le 15 mai, eh ben, vous pouvez indiquer des fermetures exceptionnelles sur vos fiches jusqu'au 14. Et comme ça, vous n'aurez plus rien à faire jusqu'à cette date. Votre magasin sera automatiquement réindiqué en ouvert le 15 mai. Donc le premier bénéfice des fermetures exceptionnelles, c'est le gain de temps. Et le second, ça va être le référencement, puisque la fermeture exceptionnelle va très certainement participer à son amélioration. Donc tout, c'est vraiment ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'indiquer des fermetures exceptionnelles sur vos fiches Google. Le second cas de figure qui peut se présenter, c'est lorsque votre magasin reste ouvert au public. Donc, ça peut être le cas des laboratoires, des pharmacies, des magasins alimentaires. Et donc, dans ce cas-là, c'est assez facile. Il n'y a aucune modification d'horaire à effectuer. Enfin, le dernier cas de figure, c'est lorsque le magasin est partiellement ouvert avec de la livraison ou du click and collect, par exemple. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on vous recommande, nous, c'est de laisser votre magasin en fermé en utilisant les fermetures exceptionnelles pour éviter d'attirer du trafic inutile et dangereux en magasin. Mais du coup, si vous faites ça, ce qui va être hyper important pour vous, c'est de continuer à faire savoir à vos clients que vous êtes toujours en activité et que vous pouvez toujours leur proposer vos services. Du coup, le meilleur moyen de faire ça sur une fiche Google, c'est d'y publier un post. Alors, les posts, c'est une fonctionnalité qui existe depuis 3-4 ans sur Google et qui permet aux établissements de communiquer sur des actualités, des promotions ou des événements spéciaux. Donc, ça prend la forme d'un petit message qui apparaîtra directement sur la fiche, tout en bas de la fiche. Et ça peut être hyper utile en ce moment, puisque vous pouvez utiliser ces messages pour, par exemple, informer vos clients qui peuvent toujours commander en ligne et se faire livrer. Donc, il y a un certain nombre de types de posts qui sont disponibles sur Google. Et celui que nous, on vous recommande vraiment d'utiliser, c'est le post de type événement, puisqu'il permet d'indiquer une date de début et de fin de validité, alors que la majorité des autres posts ne seront visibles qu'une semaine si vous les publiez. Et l'autre avantage de l'événement, c'est que c'est le post le plus complet, puisqu'on peut y mettre un titre, une description, un visuel, et même un bouton de redirection vers votre site web. Tout ceci étant dit, la situation évolue vraiment très vite en ce moment.
Les infos qui sont valables aujourd'hui ne le seront pas forcément demain. Donc, n'hésitez surtout pas à vous renseigner quotidiennement en vous rendant notamment sur notre site web où les articles sont mis à jour très régulièrement. Et par exemple, il y avait pas mal de fonctionnalités Google qui étaient désactivées et qui sont progressivement en cours de redéploiement, comme les avis par exemple. Donc chez Partout, on est vraiment sur le qui-vive. On échange quasi quotidiennement avec Google. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez des questions. Donc voilà pour la partie optimisation Google. Je vais maintenant laisser Nicolas continuer. Ouais, alors on a d'autres questions. Louis, la première, est-ce que tu peux donner une idée des tarifs de Partout, j'imagine? Apparemment, ce n'est pas sur votre site. Et je pense qu'il y a une raison, donc. En fait, on est sur un modèle de facturation au point de vente et le tarif par point de vente est dégressif en fonction du nombre de points de vente. Donc, plus vous allez avoir de points de vente, moins le prix sera élevé par point de vente. Et ça dépend vraiment de la taille de votre réseau. Je peux pas vous dire là, sans aucune info, combien ça vous coûterait. Et ensuite, recommandez-vous d'utiliser la nouvelle fonction proposée par VMB, les services et produits? Alors oui, on en parlera à la fin, justement sur l'ouverture, le fait que le lien entre un lieu et les services et les produits qu'ils proposent est de plus en plus important et à nos yeux va le devenir encore. Donc ça, on en parlera un tout petit peu à la toute fin. Existe-t-il, Louis, une solution pour envoyer un post Google sur toutes les fiches de notre réseau de magasins en même temps? Alors non, malheureusement, et c'est assez problématique pour nous. On aimerait beaucoup pouvoir publier des posts massivement sur toutes les fiches de nos clients, mais c'est pas possible aujourd'hui puisque c'est pas disponible sur l'API de Google en fait. Et Google ne compte pas le mettre disponible sur son API. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils estiment que ce serait offrir un petit peu de la publicité gratuite aux enseignes, et c'est clairement pas dans les habitudes de Google de faire ça. Donc pour le moment, non, il faut le faire à la main, fiche par fiche. Ok. Je vous donne le premier. Alors, on va passer sur une partie qui est rapide, parce que c'est juste une introduction en fait pour vous donner un peu les enjeux d'un Store Locator. Donc, je vais faire une petite introduction et puis ensuite je laisserai Séverine nous expliquer elle comment elle gérait ça chez TUI, donc qui est le Store Locator. Donc, bon, j'ai pris un exemple au hasard, mais parce que je le trouve assez clair, qui est boulanger. Donc, en gros, un Store Locator, fonctionnellement, comment ça se présente? Vous avez un moteur d'adresse et vous les magasins les plus proches. Ou alors, vous vous localisez et on présente les magasins les plus proches. Mais ça, du coup, pour Google, ça ne fonctionne pas parce que Google, il ne va pas s'amuser à rentrer des adresses, à chercher des villes, etc. Donc, l'enjeu du Store Locator, c'est vraiment de créer les conditions pour que Google puisse indexer les fiches, déjà, des magasins, mais pas seulement, aussi qu'ils puissent indexer des pages, notamment de villes, parce que c'est comme ça que les gens recherchent. Ils vont chercher un magasin de électroménager ou de IFI, par exemple, à Lille, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez plus la page, au-delà du moteur de recherche, derrière, il y a plein de liens SEO. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des entrées par région. Donc j'ai un lien vers chaque région. Ça, le but, c'est d'avoir un maillage descendant systématique. En faisant ça, je vais permettre à Google assez vite d'aller découvrir les régions, mais surtout les magasins qu'elles contiennent, et puis probablement les villes qu'elles contiennent. Puis ensuite, en dessous, j'ai un autre bloc de maillage qui va directement vers des pages de villes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pages de villes, elles sont clés. Et donc là, probablement, c'est un top ville, c'est sûrement celles qui sont les plus pertinentes. Et donc, voilà, l'enjeu vraiment d'un Store Locator, c'est au-delà de l'aspect fonctionnel, d'en faire quelque chose qui soit fonctionnel pour Google, donc qui soit crawlable, indexable et optimisé. Donc, je vais laisser Séverine nous expliquer comment ils font ça chez TUI. Oui, alors je vais de grosses nouveautés sur la construction du Store Locator. Donc chez TUI, le Store Locator a été lancé en même temps que le site, donc en fin 2016. On l'a intégré directement pour s'assurer que le Store Locator soit bien optimisé. Globalement, il est construit en entonnoir de la page d'accueil, ce que vous voyez sur la copie écran à gauche. Donc là, j'ai mis des copies écran avec une vue mobile, la possibilité de se géolocaliser. On a donné l'occasion aussi d'avoir une page listing. Donc, c'est la deuxième copie écran. Et après, dans cette page listing, donc, vous allez retrouver toutes nos fiches agences organisées par région, ville, pour arriver in fine à la fiche agence. Finalement, chaque étape de ce
de cet entonnoir, de cette organisation est pensé aussi, donc d'abord pour l'internaute, mais bien sûr pour le référencement. Par exemple, la page d'accueil aura vocation à aller chercher du agence voyage, quand la page ville aura vocation agence de voyage à Lille, alors que la fiche agence a l'objectif d'aller se référer. Concrètement, sur les pages agences, on a plus optimisé ces pages, on les gère directement depuis notre CMS. Donc, j'ai déjà répondu à la question, mais effectivement, tout ce store locator a été conçu et créé chez nous, chez TUI. Chaque information est personnalisable, metadata, avec les titles, les descriptions, les URL bien sûr écrites, le contenu éditorial directement géré depuis notre CMS sur lequel on a la main. Donc typiquement là, ce qu'on voit difficilement, c'est la partie en gras, donc qui informe que les agences sont momentanément fermées dû au contexte actuel avec le coronavirus. L'optimisation des visuels, donc ça c'est pareil, on a une bande de données d'images de bonne qualité qui reflète en fait la qualité de nos agences. Qui sont donc très digitales. On a des fonctionnalités très adaptées en fait, à l'expérience client avec le module de prise de rendez-vous qui permet à n'importe quel client et prospect de prendre rendez-vous depuis le site internet dans l'agence désirée. On propose les agences à proximité, donc c'est pareil, aussi bien UX que SEO hein, pour l'internaute et pour le maillage interne. Les données structurées rapidement, donc là j'ai fait une capture écran des données structurées d'une page agence, donc j'ai pris le TUI Store de Bordeaux. Donc vous voyez que chaque attribut est bien renseigné pour le local business qui permet un aperçu de la carte enrichie. Et pour les curieux qui se demandent le petit avertissement en orange qui apparaît, il s'agit de l'attribut prix qu'on n'a pas renseigné. Donc voilà, pour rapidement le store locator. Nicolas, je vais te laisser la main, le timing. Oui, bon, apparemment, il y a des problèmes de son. Est-ce que là, quand je parle, ça fonctionne bien ou est-ce que ça saute également? Bon, ok, on va espérer que ça fonctionne. Euh, donc, sur la partie locator, c'est juste une intro pour vous expliquer un peu les enjeux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les solutions de marché, pour la plupart, sont pas nativement très très optimisées en fait. Donc c'est assez surprenant, on pourrait se dire bah, forcément ça a été pensé, optimisé et c'est au top, mais très souvent on voit qu'il faut faire des modifications, rajouter des choses. Et puis le côté store locator, le SEO local, il y a un côté assez subtil quand même, parce que c'est pas la même chose si j'ai 100 boutiques dans 100 villes, et si par exemple, je sais pas, comme Rolex, j'ai 3000 distributeurs dans le monde entier, et que en plus mon site est disponible dans 30 langues, et que pour toutes les langues, je veux que toutes mes pages soient visibles. Et donc du coup, les enjeux sont pas toujours les mêmes, et finalement, plus je vais avoir de points de vente et tout, plus je vais commencer à devoir faire un maillage subtil, donc plus j'ai envie d'avoir la main dessus. Donc c'est un sujet sur lequel on pourrait passer un webinar entier, hein, donc on va pas s'étendre là-dessus. C'était juste une petite intro pour expliquer un peu les tenants et aboutissants d'un store locator. L'autre point aussi, c'est que c'est vraiment des sources de croissance qui sont importantes, parce qu'assez souvent, de base, ils sont assez peu optimisés, et donc quand on commence à travailler dessus, ça permet vraiment d'aller chercher des positions, que ce soit en marque ou en hors marque. Hop, voilà, sur cette partie. Alors, dans les questions, est-ce que vous allez partager la présentation? Alors, on va partager au moins un replay, et oui, je vous enverrai la présentation euh, avec l'essentiel des slides. On va voir ce qu'on peut laisser dedans ou pas, mais en tout cas, on vous enverra une version de la présentation. Alors, quelqu'un qui dit que c'est très bien. Bah, cool, merci. Alors, petit sujet d'ouverture. On va aller très très vite. En gros, bon, bah, on voit à peu près comment ça fonctionne aujourd'hui. L'idée, c'est finalement quelles sont les grandes tendances qu'on constate et donc on imagine, nous, continuer à se développer. Donc, je commence à laisser Louis nous expliquer. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. J'espère que tout le monde m'entend bien parce qu'effectivement, avec Séverine, ça me buguait un peu.
Pour moi, c'est pas mal là. Parfait, parfait, parfait. Alors du coup, il y a deux thématiques que je souhaitais mettre en avant pour parler du futur du référencement. La première, c'est le fait que Google souhaite de plus en plus devenir une plateforme sociale et donc du coup, il développe un certain nombre de fonctionnalités qui vont en ce sens et cette stratégie, elle s'applique notamment à Google My Business. C'est ce qu'on va appeler le conversational commerce. Donc, pour faire simple, le conversational commerce, c'est le fait que désormais, il est possible d'utiliser le digital pour interagir directement avec les commerçants via l'utilisation de messages ou de bots, par exemple. Donc, du coup, Google développe des fonctionnalités qui, justement, vont aider les établissements à communiquer directement avec leurs clients. Donc, la première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité Follow. Alors, elle va permettre aux utilisateurs de suivre les établissements de leur choix afin qu'ils reçoivent le contenu publié par ces établissements. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le même principe qu'un abonnement à un compte Twitter. Et donc, l'intérêt dans Google My Business, c'est de pouvoir être informé lorsqu'un magasin publie un post sur un événement ou une promotion qui se passerait directement en magasin. Donc, pour le moment, c'est une fonctionnalité qui est en test et qui n'est pas disponible pour tout le monde. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'à travers cette fonctionnalité, Google fait un petit peu, si vous voulez, le pari du lien direct entre les magasins et leurs clients. Et c'est assez intéressant parce que quand on y réfléchit, on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, à part un coup de téléphone, il existe très peu de moyens pour les consommateurs d'interagir directement avec les magasins à distance. Et du coup, Google va encore plus loin pour faciliter ces interactions consommateurs-magasins avec la deuxième fonctionnalité, qui est la fonctionnalité message, et qui, elle, va permettre aux internautes de contacter directement par message les magasins, et ensuite les magasins recevront ces messages directement dans Google My Business. Alors, pour le moment, il y a une petite spécificité, c'est que cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'application mobile Google My Business. Donc, vous ne pouvez pas consulter les messages en utilisant Google My Business depuis votre navigateur web. Donc, du coup, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de l'activer uniquement que si vous êtes en mesure de pouvoir utiliser Google My Business depuis l'application mobile et que si vous êtes en mesure de gérer un potentiel très grand nombre de demandes, ce qui peut être le cas pour les réseaux de plusieurs dizaines ou centaines d'établissements. Donc voilà, pour ce qui est du conversational commerce. La deuxième tendance dont je souhaitais vous parler, c'est celle de la recherche vocale. Et c'est vraiment un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur puisqu'on estime que d'ici l'année prochaine, d'ici 2021, 30% des requêtes faites sur Internet se feront sans utilisation d'écran. Donc via un assistant vocal comme Alexa d'Amazon ou Google Assistant. Et pour vous donner quelques chiffres clés, on sait qu'aujourd'hui, 36% des millennials utilisent déjà la recherche vocale, que 20% des requêtes faites aux USA sont déjà vocales, et que 52% des recherches qui sont à la fois vocales et locales, donc pour trouver les informations sur un point d'intérêt, sont faites pour trouver une promotion ou un bon plan. Du coup, la question qui se pose, c'est comment bien travailler mon SEO pour matcher avec cette nouvelle tendance. Alors, on a listé 3 pratiques qui nous paraissent importantes à mettre en place chez Partout. La première, ça va être de 1, continuer à maintenir à jour les informations de vos établissements sur l'ensemble des sites de référencement. Et ça, c'est vraiment important parce que dans le cadre d'une requête locale, faite via un assistant, en fait, l'assistant, il donne qu'un seul résultat. Donc, pour être sûr d'être ce résultat, pour être sûr d'être l'heureux élu, il faut absolument que vos données soient uniformes partout sur Internet. C'est vraiment primordial. La deuxième pratique, ça va être de construire, ou en tout cas d'essayer de construire un nuage de mots autour de votre marque pour que les algorithmes des assistants vocaux associent vos points de vente à ces mots-clés. Donc, construire un nuage de mots autour de sa marque, ça va passer par optimisation des catégories, des attributs, des avis, des réponses de votre site web, de vos produits, etc. Et enfin, en 3, ça va être d'utiliser au maximum les fonctionnalités Google et notamment les posts, puisque de manière générale, plus vous allez faire vivre votre fiche, plus elle sera active et plus Google aura tendance à la valoriser. Et donc, vous maximiserez vos chances d'être le top résultat suite à une requête vocale. Donc voilà pour les 2 tendances majeures qui, selon nous, feront le futur du référencement.
simplement rajouter une troisième ligne là-dessus, qui est effectivement la question des produits, en fait, des produits et services. Il y en a une question là-dessus. En gros, ce qu'on constate, c'est une évidence, quoi, c'est que Google cherche à se rapprocher de la transaction. Donc la transaction, elle passe sur le produit et le service. Donc on passe de chercher un opticien à chercher, par exemple, les Ray-Ban Aviator bleu. Donc si vous allez dans Google, vous tapez Ray-Ban Aviator bleu, vous avez Google Maps qui sort, et en fait, on voit marqué en petit, leur site web mentionne Ray-Ban Aviator. Donc aujourd'hui, l'une des sources de Google pour savoir qui vend quel produit, c'est le site web. Donc on voit bien que c'est imparfait. D'où l'autre cap gauche qui est en fait le lien entre finalement le flux Google Products et des lieux physiques. Parce que quand vous êtes sur un produit type la Samsung Galaxy S10, vous pouvez acheter en ligne, mais vous pouvez aussi acheter offline, action de prix, disponibilité magasin. Et puis d'où toutes les fonctionnalités que Google propose en plus pour permettre d'ajouter des notions de produits, de services à des lieux, quoi. Pour nous, c'est évident que c'est une tendance qui est forte, qui n'est pas finie. Le fait qu'ils aillent chercher sur le site web pour savoir les produits qui sont vendus, pour moi, c'est un signal qui indique que c'est terminé. Donc très probablement, il va y avoir des nouveaux flux ou des nouvelles évolutions qui vont permettre de donner ces infos à Google pour que l'expérience puisse encore s'améliorer. Alors là, on a une question. Que pensez-vous d'un site web réalisé par GMB? Alors, je ne savais pas que c'était possible. Louis, je te laisse répondre. Alors oui, effectivement, c'est possible. Il est possible de réaliser un site web associé à votre point de vente directement dans GMB. Et du coup, si vous n'avez pas les moyens de créer vous-même votre propre site web, oui, effectivement, ça peut être une très bonne solution pour commencer. Sachant qu'encore une fois, plus vous allez utiliser les fonctionnalités Google, plus Google aura tendance à vous valoriser. Ok. Alors, pour nous, on arrive au bout là, de ce webinaire. S'il y a encore des questions, on va les prendre. Dans tous les cas, je veux vraiment remercier Séverine donc de TUI et puis Louis de partout d'avoir accepté de partager toutes ces infos, notamment pour TUI, et puis d'intervenir. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont participé. Je vais vous envoyer un lien, enfin, on vous enverra vous allez recevoir le lien vers le replay. On va aussi envoyer une version un peu simplifiée de la présentation. Et puis, voilà, je vais aussi vous partager un lien vers le prochain webinaire qu'on fait. Ce sera le 30 avril, et nous, on va parler de comment utiliser la data pour faire des contenus SEO qui performent. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci Séverine. Bon, bah merci à tous. Du coup, on va clôturer ici dans une petite minute. Hop, je vais tester la fonctionnalité Call to Action de Livestorm qu'on utilise là pour vous partager le lien vers le prochain webinaire. Hop, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc ici, normalement, si ça marche, je ne suis pas sûr d'avoir mis le bon lien, mais vous pouvez vous inscrire, sinon je vous l'enverrai dans tous les cas. Merci à tous. Sandrine, peut-être un petit mot de la fin. Séverine? Séverine, pardon. C'était presque bon. Non, bah merci, okay. Merci Nicolas. Bon, on va terminer là. Merci beaucoup à tous. Au revoir et bonne journée. La date du prochain webinaire, c'est le 30 avril. Donc c'est un jeudi et c'est à 10h. Au revoir à tous. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.